C'était le 25 octobre 1415. Les champs boueux du nord de la France allaient être témoins de l'un des moments les plus décisifs de l'histoire militaire médiévale. De l'autre côté du champ de bataille, des milliers de chevaliers français, la crème de la noblesse européenne, attendaient dans leurs armures étincelantes. Confiants dans leur écrasante supériorité numérique, ils étaient 6 fois plus nombreux que les Anglais. Mais dans le camp adverse, une armée anglaise, affamée, malade et épuisée par des semaines de campagne, possédait quelque chose qui allait changer à jamais le visage de la guerre médiévale. Une arme qui n'était ni une épée, ni une lance, ni engin de siège traditionnel. C'était quelque chose d'apparemment simple, manié par des hommes ordinaires, qui en quelques heures allait transformer la force militaire la plus puissante d'Europe en un souvenir sanglant dans la boue française. C'est l'histoire de la façon dont une innovation technologique révolutionnaire entre les mains des archers anglais a non seulement décidé du sort de la bataille d'Azincourt, mais a modifié de façon permanente l'équilibre des pouvoirs dans l'Europe médiévale. Si vous souhaitez découvrir les secrets de l'une des victoires les plus improbables de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce voyage fascinant à travers les champs de bataille médiévaux. Pour saisir l'ampleur de ce qui s'est passé à Azincourt, nous devons remonter le temps et comprendre le contexte plus large de cette confrontation. La guerre de 100 ans n'était pas réellement une guerre continue de 100 ans, mais plutôt une série de conflits intermittents entre l'Angleterre et la France qui a duré de 1337 à 1453. Le conflit avait ses racines profondes dans les relations féodales complexes entre les royaumes anglais et français, en particulier concernant les territoires contrôlés par l'Angleterre sur le continent européen. Le roi anglais Édouard III avait revendiqué le trône de France en 1337, fondant sa prétention sur le fait qu'il était le petit-fils du roi français Philippe IV par sa mère. Cette revendication dynastique servit de prétexte à une guerre qui, en réalité, concernait bien plus que la succession royale. Il s'agissait du contrôle de territoires lucratifs, des routes commerciales et, fondamentalement, de quelle nation dominerait l'Europe occidentale. Au cours des décennies précédant Azincourt, l'Angleterre avait connu à la fois des victoires spectaculaires et des défaites humiliantes. Les victoires à Crécy en 1346 et à Poitiers en 1356 avaient établi la réputation des archers anglais munis de grands arcs, longs-bows, et démontré que la cavalerie lourde française, aussi imposante soit-elle, n'était pas invincible. Cependant, ces victoires n'avaient pas abouti à une conquête permanente de la France. Au lieu de cela, la guerre était devenue une lutte d'usure prolongée, les deux camps subissant d'énormes coûts financiers et humains. Lorsque Henri V monta sur le trône d'Angleterre en 1413, il hérita non seulement d'une couronne, mais aussi des ambitions inassouvies de ses prédécesseurs. Le jeune roi était très différent de son père, Henri IV, qui avait passé la majeure partie de son règne à gérer des rébellions internes et des questions sur la légitimité de son accession au trône. Henri V, en revanche, était un leader charismatique, un brillant stratège militaire et, ce qui est peut-être le plus important, un homme avec une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Le nouveau roi anglais voyait en la France non seulement une opportunité de gloire militaire, mais aussi une solution aux problèmes internes de l'Angleterre. Une campagne militaire réussie pourrait unir la noblesse anglaise derrière un objectif commun, détourner l'attention des problèmes intérieurs et, en cas de victoire, fournir une richesse substantielle grâce au pillage et aux rançons. La guerre étrangère avait historiquement été un outil efficace pour consolider le pouvoir royal et légitimer les dynasties contestées. Les préparatifs de la campagne de France de 1415 furent méticuleux et révélaient beaucoup de l'état d'esprit militaire anglais de l'époque. Henri V n'organisait pas simplement une expédition de pillage typique de la période. Au lieu de cela, il planifiait une conquête systématique qui nécessiterait non seulement une victoire militaire, mais aussi la capacité de tenir et d'administrer le territoire conquis. Cela nécessitait un type de force militaire différent et, surtout, une approche différente de la guerre. La préparation militaire anglaise pour la campagne de 1415 démontrait une compréhension sophistiquée des leçons tirées des premières batailles de la guerre de 100 ans. Les Anglais avaient découvert que leur plus grand avantage ne résidait pas dans leur cavalerie lourde, où ils étaient constamment surclassés par les Français, mais plutôt dans leur tactique d'infanterie, et particulièrement dans l'utilisation coordonnée des archers. Cette vision n'était pas simplement théorique. Elle avait été testée et prouvée sur les champs de bataille de Crécy et de Poitiers. Cependant,
Il y avait une différence cruciale entre ces victoires antérieures et ce qu'Henri V prévoyait pour 1415. Les batailles précédentes avaient été largement de nature défensive, les Anglais choisissant des positions avantageuses et forçant les Français à attaquer. La campagne de 1415, en revanche, serait offensive dès le départ, obligeant les Anglais à saisir l'initiative et à maintenir l'élan contre un ennemi qui avait appris de ses défaites précédentes. La situation politique en France en 1415 offrait une opportunité unique pour une intervention anglaise. Le royaume de France était profondément divisé par une guerre civile brutale entre deux factions de la famille royale, les Armagnacs et les Bourguignons. Cette division n'était pas simplement une dispute dynastique, mais reflétait de profondes tensions sur la direction future de la France, y compris des questions de centralisation royale contre l'autonomie régionale, les alliances étrangères et la politique économique. Le roi français Charles VI souffrait d'épisodes récurrents de maladie mentale, laissant le royaume effectivement sans direction centrale forte. Cette situation avait créé un vide de pouvoir que les Armagnacs et les Bourguignons tentaient de combler, souvent avec une extrême violence. Les conséquences de cette guerre civile allaient bien au-delà de la haute politique. Elles avaient fondamentalement affaibli la capacité de la France à organiser une réponse unifiée aux menaces extérieures. Henri V comprit parfaitement cette situation et l'exploita avec une habileté diplomatique considérable. Il mena des négociations simultanées avec les deux factions françaises, promettant un soutien à chacune tout en planifiant secrètement sa propre campagne de conquête. Cette duplicité diplomatique n'était pas rare pour l'époque, mais Henri V l'exécuta avec une sophistication qui démontrait sa profonde compréhension de la politique européenne. La stratégie anglaise pour la campagne de 1415 reflétait cette analyse politique. Plutôt que de simplement lancer des attaques au hasard contre le territoire français, Henri V planifia une série d'opérations coordonnées visant à capitaliser sur les divisions internes françaises tout en établissant une présence anglaise permanente sur le territoire français. L'objectif n'était pas seulement de gagner des batailles, mais de construire une fondation pour une domination anglaise à long terme. L'armée qu'Henri V rassembla pour cette campagne était remarquable non seulement par sa taille, mais aussi par sa composition et son organisation. Contrairement aux armées féodales traditionnelles qui dépendaient fortement des obligations de service féodal et étaient par conséquent difficiles à contrôler et à maintenir sur le terrain pendant de longues périodes, l'armée anglaise de 1415 était en grande partie une force professionnelle rémunérée. Cette professionnalisation de l'armée anglaise eut des implications profondes qui allaient au-delà de la simple organisation militaire. Les soldats professionnels étaient non seulement plus disciplinés et plus faciles à former que les levées féodales, mais aussi plus adaptables aux nouvelles tactiques et technologies. Ils pouvaient être entraînés dans des formations spécifiques, disciplinés pour maintenir ces formations sous pression, et surtout équipés d'un armement standardisé qui maximisait leur efficacité en tant qu'unité collective. La composante la plus distinctive de cette armée professionnelle était son corps d'archers. Ce n'étaient pas simplement des paysans recrutés avec des arcs improvisés, mais des soldats professionnels qui avaient consacré des années à maîtriser leurs armes. La formation d'un archer anglais médiéval commençait dans l'enfance et se poursuivait tout au long de la vie. La force requise pour tirer un arc de guerre anglais était si grande qu'elle créait des déformations physiques caractéristiques dans le squelette des archers, des marques que les archéologues modernes peuvent encore identifier dans les restes médiévaux. Mais ce n'était pas seulement la compétence individuelle des archers qui les rendait si efficaces. C'était aussi la façon dont ils étaient organisés, équipés et employés tactiquement. Les archers anglais de 1415 représentaient l'aboutissement de décennies d'expérimentation tactique et de développement technologique. Ils étaient la manifestation la plus avancée d'une révolution militaire qui transformait la nature de la guerre médiévale. Cette révolution ne concernait pas seulement les arcs et les flèches. Il s'agissait d'une approche fondamentalement différente de la guerre qui priorisait la flexibilité tactique, la coordination interarmes et, surtout, la capacité de s'adapter rapidement aux conditions changeantes du champ de bataille. Les archers anglais n'étaient que la composante la plus visible d'un système militaire plus large qui avait appris à intégrer différents types de combattants en une force cohérente et mutuellement solidaire. Le périple de l'armée anglaise à travers la France en 1415 commença avec des promesses considérables. Henri V avait choisi Harfleur comme premier objectif, une décision stratégiquement astucieuse qui démontrait sa compréhension des considérations à la fois militaires et économiques.
Harfleur n'était pas seulement un port important qui pouvait servir de base permanente pour les opérations anglaises, mais aussi un symbole de la puissance française dont la capture enverrait un message clair sur les intentions anglaises. Le siège d'Harfleur, cependant, s'avéra plus long et plus coûteux qu'Henri V ne l'avait prévu. La ville résista pendant plus d'un mois, et lorsqu'elle se rendit finalement fin septembre, l'armée anglaise avait payé un prix terrible. Non seulement en termes de pertes directes au combat, mais aussi à cause de la maladie qui avait décimé les rangs anglais pendant le siège prolongé. La dysenterie, en particulier, s'était propagée rapidement dans le camp anglais, tuant des soldats en nombre alarmant et laissant beaucoup d'autres trop faibles pour continuer la campagne. Les estimations suggèrent qu'Henri V a perdu environ un tiers de son armée d'origine pendant le siège d'Harfleur. Une perte dévastatrice qui transforma complètement la nature de la campagne qu'il avait planifiée. Face à cette situation, Henri V fut confronté à un choix crucial qui définirait non seulement le reste de la campagne, mais potentiellement tout son règne. Il pouvait consolider ses conquêtes, établir une garnison forte à Harfleur et retourner en Angleterre pour planifier une future campagne avec une armée fraîche. Ce serait la décision prudente, celle qui minimiserait les risques et préserverait ce qui avait été gagné. Alternativement, il pouvait tenter une marche audacieuse à travers le territoire français jusqu'à Calais, le bastion anglais dans le nord de la France. Cette option offrait la possibilité d'une gloire militaire significative en cas de succès, mais comportait également des risques énormes. Avec une armée réduite et affaiblie, une telle marche à travers un territoire hostile serait extraordinairement dangereuse, surtout si les Français parvenaient à organiser une réponse militaire coordonnée. La décision d'Henri V de tenter la marche sur Calais révéla beaucoup de son caractère et de sa compréhension de la politique médiévale. Il reconnut que retourner en Angleterre après avoir capturé une seule ville, aussi importante soit-elle, ne fournirait pas le type de prestige et de légitimité dont il avait besoin pour consolider son règne et justifier les coûts énormes de la campagne. La guerre médiévale ne concernait pas seulement la conquête territoriale. Il s'agissait aussi de démonstrations de valeur royale et de leadership militaire. La marche qui suivit fut une expérience éprouvante pour l'armée anglaise. Se déplaçant à travers un pays largement dévasté par des décennies de guerre intermittente, les soldats anglais trouvèrent peu de ravitaillement et firent face à une hostilité constante de la part de la population locale. Ce qui avait été prévu comme une marche triomphale devint rapidement une lutte pour la survie. La situation empira à mesure que les Français commençaient à s'organiser pour une réponse militaire. La nouvelle de la chute d'Harfleur et la marche anglaise qui suivit réussirent finalement ce que des années de guerre civile avaient échoué à faire, unir temporairement les factions françaises en guerre contre un ennemi commun. Les nobles qui se combattaient les uns les autres quelques semaines auparavant collaboraient maintenant pour affronter la menace anglaise. L'armée française qui se rassembla pour affronter Henri V était impressionnante à presque tous les égards mesurables. Elle dépassait les Anglais en nombre par une marge substantielle, était composée de la crème de la noblesse militaire française et se battait sur son propre territoire avec des lignes de ravitaillement sécurisées. Plus important encore, elle était commandée par des chefs qui avaient soigneusement étudié les défaites françaises précédentes et croyaient avoir identifié des moyens de neutraliser les avantages tactiques anglais. La confiance française était compréhensible et, en apparence, bien fondée. La cavalerie lourde française avait dominé les champs de bataille européens pendant des siècles et, malgré les défaites à Crécy et Poitiers, elle restait une force formidable lorsqu'elle était correctement employée. Les commandants français avaient analysé ces défaites précédentes et conclu qu'elles résultaient principalement d'erreurs tactiques et d'un manque de discipline, et non d'insuffisances fondamentales dans leur capacité militaire. Les préparatifs français pour la bataille à venir reflétaient cette analyse. Ils avaient développé des tactiques spécifiques conçues pour neutraliser l'efficacité des archers anglais, y compris l'utilisation de cavalerie blindée pour briser les formations d'archers et des tactiques de contournement pour empêcher les assauts frontaux directs sur les positions d'anglaises fortifiées. Sur le papier, ces innovations tactiques semblaient répondre aux faiblesses qui avaient été exploitées dans les batailles précédentes, mais il y avait des éléments de la situation que les commandants français n'avaient pas pleinement appréciés. La professionnalisation de l'armée anglaise, la sophistication croissante de ses tactiques interarmes et surtout les développements technologiques de son armement représentaient des changements qualitatifs qui allaient au-delà des simples leçons tactiques des batailles passées. La guerre évoluait de manière que l'expérience militaire française traditionnelle n'avait pas pleinement anticipé.
Alors que les deux armées convergeaient vers ce qui deviendrait le champ de bataille d'Azincourt, les deux camps étaient confiants dans leurs chances de victoire. Les Français fondaient leur confiance sur une écrasante supériorité numérique, une qualité supérieure de l'équipement individuel et ce qu'ils croyaient être une meilleure compréhension des tactiques anglaises. Les Anglais, d'autre part, comptaient sur leurs innovations tactiques éprouvées au combat, la qualité professionnelle de leurs soldats et, surtout, sur les développements de leur armement qui, croyaient-ils, leur donnerait un avantage décisif. La réalité était que les deux camps avaient partiellement raison dans leurs évaluations, mais étaient aussi partiellement aveugles à des éléments cruciaux qui détermineraient l'issue de la bataille. Les Français possédaient effectivement des avantages substantiels en termes de nombre et d'équipement individuel, mais ils avaient sous-estimé à quel point la guerre changeait. Les Britanniques possédaient effectivement des innovations tactiques et technologiques significatives, mais ils misaient tout sur leur capacité à faire fonctionner ces innovations dans les conditions les plus difficiles possibles. Le décor était planté pour l'une des batailles les plus décisives de l'histoire médiévale. Une confrontation qui déterminerait non seulement le sort de la campagne d'Henri V, mais démontrerait également quelle approche de la guerre médiévale se révélerait supérieure dans l'ère émergente. C'était une lutte entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et l'innovation, entre le pouvoir établi de l'aristocratie féodale et les possibilités révolutionnaires de la guerre professionnelle moderne. Lorsque l'armée anglaise aperçut enfin les forces françaises massées près du petit village d'Azincourt, la disparité numérique était stupéfiante, même pour des soldats vétérans habitués aux côtes défavorables. Les estimations contemporaines de la force française varient considérablement, mais des sources fiables suggèrent que les Français avaient au moins un avantage numérique de 5 contre 1 et peut-être jusqu'à 6 contre 1. Pour une armée déjà affaiblie par la maladie et les privations, faire face à une telle disproportion semblait presque impossible. Cependant, Henri V et ses commandants avaient anticipé cette situation et développé une stratégie spécifique pour y faire face. Ils comprirent que tenter de mener une bataille conventionnelle contre de tels nombres serait suicidaire. Au lieu de cela, ils devaient créer des conditions qui neutraliseraient l'avantage numérique français et permettraient de maximiser les avantages qualitatifs anglais. Le choix du champ de bataille était crucial pour cette stratégie. Le terrain près d'Azincourt offrait certains avantages défensifs qui pouvaient être exploités par une petite armée combattant une plus grande. Le champ était situé entre deux zones boisées qui limiteraient la capacité des Français à utiliser leur supériorité numérique pour déborder les positions anglaises. Plus important encore, de fortes pluies récentes avaient transformé le champ en un bourbier qui pourrait entraver considérablement la mobilité de la cavalerie lourde française. Mais même avec ces avantages de terrain, les Anglais avaient besoin de quelque chose de plus pour égaliser les chances. Ils avaient besoin d'un avantage technologique ou tactique suffisamment important pour compenser leur infériorité numérique. Heureusement pour eux, ils possédaient justement un tel avantage, bien que toute son étendue ne fût pas immédiatement apparente ni pour eux ni pour leurs ennemis français. L'arme secrète qui donnerait aux Anglais leur avantage décisif n'était pas vraiment secrète au sens traditionnel. C'était quelque chose qui était en développement depuis des décennies et avait été utilisé sous diverses formes dans des batailles précédentes. Mais à Azincourt, cette arme atteindrait une forme de perfection tactique et d'efficacité qui transformerait complètement la nature de la guerre médiévale. Au matin du 25 octobre 1415, alors que les deux armées se préparaient au combat, peu d'observateurs auraient deviné qu'ils étaient sur le point d'assister à l'un des tournants les plus importants de l'histoire militaire. La plupart auraient supposé que le résultat serait déterminé par des facteurs traditionnels, le nombre, la qualité individuelle de l'équipement et le courage des combattants individuels. Peu comprenaient qu'ils étaient sur le point de voir une démonstration du pouvoir de l'innovation technologique systémique pour transformer l'équilibre militaire. Les préparatifs anglais au matin de la bataille révélèrent la sophistication de leur planification militaire. Chaque composante de leur armée avait été positionnée non pas comme une unité indépendante, mais comme partie d'un système intégré conçu pour maximiser l'efficacité collective. Les hommes d'armes anglais étaient positionnés pour protéger les archers tandis que les archers fournissaient un tir de couverture. Cette coordination entre différents types de combattants représentait une évolution significative des tactiques militaires médiévales. Mais la composante la plus cruciale des préparatifs anglais impliquait leur corps d'archers. Ces soldats professionnels passèrent la matinée à préparer non seulement leurs armes individuelles,
mais aussi les innovations tactiques et technologiques qui rendraient leur résistance possible. Ils étaient sur le point de démontrer l'aboutissement de décennies de développement militaire anglais, une synthèse de formation individuelle, d'innovation technologique et de sophistication tactique qui représentait quelque chose de véritablement nouveau dans la guerre médiévale. Les heures précédant la bataille furent marquées par une série d'échanges diplomatiques qui révélaient beaucoup des mentalités des deux camps. Les Français offrirent aux Anglais la possibilité de se rendre à des conditions relativement honorables. Une offre qui reflétait à la fois leur confiance en la victoire et un véritable désir d'éviter ce qui promettait d'être un massacre. Henri V rejeta ces offres, non par arrogance, mais parce qu'il comprenait que sa situation politique exigeait une démonstration spectaculaire de prouesse militaire. Au fur et à mesure que la matinée avançait et qu'il devenait clair que la bataille était inévitable, les deux camps finalisèrent leurs préparatifs. Les Français déployèrent leur formation traditionnelle de cavalerie lourde, confiant que la force brute de leur attaque serait suffisante pour écraser toute résistance anglaise. Ils avaient étudié les tactiques défensives anglaises lors des batailles précédentes et développé des contre-stratégies qu'ils croyaient efficaces. Les Anglais, d'autre part, finalisèrent des préparatifs qui allaient bien au-delà du simple positionnement tactique. Ils mirent en œuvre des innovations en matière d'équipement, de formation et de coordination qui représentaient le dernier cri de la technologie militaire médiévale. Plus crucial encore, ils préparèrent ce qui deviendrait l'arme décisive de la bataille, une innovation qui combinait des éléments techniques traditionnels avec des améliorations révolutionnaires qui multipliaient exponentiellement son efficacité. Cette arme n'était pas simplement un dispositif unique, mais un système intégré qui dépendait d'une coordination précise entre de multiples composants et opérateurs. C'était le produit de décennies d'expérimentation, de raffinement et de formation professionnelle. C'était la manifestation d'une approche complètement différente de la guerre qui priorisait l'innovation systématique sur la tradition individuelle. Lorsque la bataille commença enfin, les Français exécutèrent leur charge avec toute la magnificence et la puissance que la cavalerie médiévale pouvait rassembler. Des milliers de chevaliers en armure, montés sur les meilleurs chevaux d'Europe et portant les meilleures armes que l'argent pouvait acheter, chargèrent à travers le champ boueux vers les lignes anglaises. C'était un spectacle qui avait terrifié les armées à travers l'Europe pendant des siècles. Mais alors que la charge française approchait des positions anglaises, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'arme secrète que les Anglais avaient si soigneusement préparée démontra son efficacité dévastatrice. En quelques minutes, la force de cavalerie la plus puissante d'Europe fut transformée en une masse confuse d'hommes et de chevaux tombés, luttant désespérément dans la boue épaisse du champ de bataille. Ce qui s'était produit n'était pas simplement une victoire tactique, mais une révolution dans la guerre militaire qui changerait à jamais l'équilibre des pouvoirs entre les différents types de combattants. L'arme secrète britannique avait prouvé que l'innovation technologique et tactique pouvait surmonter les avantages numériques et qualitatifs traditionnels d'une manière que peu de contemporains avaient imaginé possible. Cette arme révolutionnaire était le grand arc anglais, longbow. Mais pas simplement le longbow en tant qu'arme individuelle. C'était le longbow en tant que système d'armes intégré employé par des archers professionnellement formés dans des tactiques coordonnées qui maximisaient leur efficacité collective. C'était une synthèse d'innovation technologique, de formation professionnelle et de sophistication tactique qui représentait une nouvelle ère dans la guerre médiévale. Le longbow anglais de 1415 était significativement différent des arcs utilisés dans les batailles précédentes. Des décennies d'expérimentation avaient abouti à des améliorations substantielles dans la concession, les matériaux et l'artisanat qui augmentaient à la fois sa puissance et sa précision. Ces arcs étaient faits de bois d'if spécialement sélectionnés, séchés par des processus qui prenaient des années à compléter, fabriqués à la main par des artisans qualifiés qui comprenaient pleinement les complexités de leur conception. La force de traction de ces arcs était extraordinaire, dépassant souvent 150 livres et atteignant parfois 180 livres. À titre de comparaison, les arcs de chasse modernes ont généralement des forces de traction comprises entre 40 et 70 livres. La force requise pour faire fonctionner efficacement un arc de guerre anglais était bien au-delà des capacités des soldats occasionnels. Elle nécessitait des années d'entraînement professionnel et de conditionnement physique. Mais le véritable secret de l'efficacité du longbow ne résidait pas simplement dans sa puissance individuelle.
Il résidait dans la façon dont de multiples archers pouvaient coordonner leurs tirs pour créer des effets bien plus grands que la somme de leurs composantes individuelles. Lorsque des centaines d'archers tiraient simultanément, ils pouvaient créer une densité de projectiles qu'il était effectivement impossible pour les forces attaquantes d'éviter ou contre laquelle se défendre. Les flèches utilisées par les archers anglais à Azincourt étaient elles-mêmes des produits d'une innovation technologique significative. Elles étaient plus longues que les flèches typiques de la période, permettant une plus grande précision et pénétration. Leurs pointes étaient faites d'acier de haute qualité forgé spécifiquement pour pénétrer les armures de plaques. Plus important encore, elles étaient brevetées d'une manière qui permettait aux archers de maintenir des cadences de tir élevées sans sacrifier la précision. Les tactiques d'utilisation de ces longbows avaient été affinées au cours de décennies d'expérience de combat. Les archers anglais ne tiraient pas simplement indépendamment sur des cibles d'opportunité. Au lieu de cela, ils opéraient sous un commandement centralisé qui dirigeait leurs tirs collectifs contre des points spécifiques dans les formations ennemies. Cette coordination tactique transformait les archers individuels en composants d'une machine de guerre d'une efficacité dévastatrice. Lorsque la cavalerie française attaqua à Azincourt, elle rencontra non seulement des archers individuels, mais un système d'armes intégré spécifiquement optimisé pour faire face aux attaques de cavalerie lourde. Les archers étaient positionnés derrière des barrières de pieux pointus qui protégeaient contre les charges directes, mais étaient également disposés de manière à permettre des champs de tir croisés, créant une zone mortelle efficace devant les positions anglaises. Le résultat fut dévastateur. Alors que la cavalerie française chargeait à travers le champ boueux, elle fut soumise à un volume de tirs de missiles littéralement inégalé dans la guerre médiévale. Des milliers de flèches en acier volèrent dans les airs, trouvant des failles dans les armures, abattant les chevaux et créant une telle densité de projectiles qu'il était effectivement impossible pour les attaquants de maintenir leur formation ou leur élan. La combinaison de la boue épaisse du champ de bataille, de la précision mortelle des archers anglais et du volume pur de flèches créa des conditions qui neutralisèrent complètement les avantages traditionnels de la cavalerie lourde française. Des chevaliers qui s'étaient entraînés toute leur vie pour le combat monté se retrouvèrent à combattre à pied dans la boue, leurs chevaux morts ou blessés, leur formation brisée et leur mobilité éliminée. Mais l'efficacité du système de longbow anglais ne s'arrêta pas à sa capacité à briser la charge initiale de cavalerie. À mesure que la bataille continuait, la flexibilité tactique des archers anglais devint tout aussi révolutionnaire. Lorsque les chevaliers français parvenaient à atteindre les lignes anglaises, les archers pouvaient rapidement passer au combat rapproché en utilisant des haches et d'autres armes secondaires tandis que leurs camarades continuaient à fournir un tir de soutien. Cette flexibilité tactique était possible parce que les archers anglais n'étaient pas simplement des spécialistes du tir à l'arc. C'étaient des soldats professionnels qui avaient été formés à plusieurs types de combats et comprenaient comment opérer efficacement en tant que partie d'une force militaire intégrée. Leur éducation militaire allait bien au-delà de la simple maîtrise des armes individuelles pour inclure une compréhension de la tactique, du travail d'équipe et de l'adaptabilité sous pression. La dévastation infligée par les archers anglais aux Français. La cavalerie à Azincourt fut si complète qu'elle changea fondamentalement les perceptions contemporaines de l'équilibre entre les différents types de combats militaires. En quelques heures, des siècles de domination de la cavalerie lourde se révélèrent vulnérables aux innovations d'une infanterie armée professionnellement et tactiquement sophistiquée. Les conséquences de la bataille s'étendirent bien au-delà du sort immédiat des armées impliquées. Azincourt démontra que l'innovation technologique et tactique pouvait surmonter les avantages traditionnels d'une manière qui forçait une refonte complète de la stratégie militaire médiévale. La suprématie du longbow anglais à Azincourt envoya des ondes de choc à travers la communauté militaire européenne qui résonnèrent pendant des décennies. Pour les Anglais, la victoire valida des décennies d'investissement dans le développement militaire et la formation professionnelle. Elle prouva que leur approche de la guerre, qui privilégiait l'innovation sur la tradition individuelle, était non seulement viable mais potentiellement dominante. Pour les Français, la défaite força une réévaluation douloureuse de leurs hypothèses militaires fondamentales et souligna la nécessité de s'adapter aux réalités changeantes de la guerre médiévale. La bataille d'Azincourt représenta à bien des égards le moment culminant de l'évolution du longbow anglais en tant qu'arme de guerre. Toutes les innovations, raffinements et développements tactiques des décennies précédentes convergèrent sur ce champ de bataille pour produire une démonstration d'efficacité militaire rarement égalée dans l'histoire. Ce fut le moment où une arme secrète se révéla non seulement efficace mais révolutionnaire dans ses implications pour l'avenir de la guerre.
Alors que le soleil se couchait sur le champ de bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415, il était clair que quelque chose de fondamental avait changé dans la nature de la guerre médiévale. L'arme secrète des archers anglais avait non seulement assuré une victoire improbable, mais avait démontré une nouvelle réalité militaire qui transformerait les champs de bataille européens pour les générations à venir. Mais pour comprendre pleinement l'impact révolutionnaire de cette arme, nous devons examiner plus en détail comment elle fonctionnait et pourquoi elle était si dévastatrice. Le longbow anglais n'était pas simplement une version plus grande des arcs traditionnels. C'était une arme qui avait évolué à travers des générations d'utilisation pratique, de raffinement technique et d'innovation tactique pour devenir quelque chose de qualitativement différent de tout système d'armes précédent. La fabrication d'un longbow anglais était un processus de plusieurs années et nécessitait des compétences artisanales que peu de maîtres possédaient. Le bois d'if utilisé devait être soigneusement sélectionné, les artisans recherchant des arbres spécifiques cultivés dans des conditions particulières. Le grain du bois, sa densité et ses propriétés élastiques étaient tous des facteurs critiques déterminant la qualité finale de l'arme. Le processus de séchage du bois était tout aussi critique. Le bois devait être séché lentement et uniformément sur plusieurs années, un processus qui ne pouvait être précipité sans compromettre l'intégrité structurelle de l'arc final. Pendant cette période, le bois était régulièrement inspecté et traité pour prévenir les fissures, les déformations ou d'autres défauts qui pourraient rendre l'arme inutilisable. Une fois le bois enfin prêt, le processus de façonnage de l'arc nécessitait une compréhension profonde à la fois de la physique et de l'anatomie de l'arme. Chaque arc devait être fabriqué individuellement pour maximiser sa force, sa vitesse et sa précision. Cela signifiait qu'il n'y avait pas deux arcs exactement identiques, mais qu'ils adhéraient tous à des principes de concession qui avaient été affinés par des décennies d'expérimentation. La force de traction d'un longbow anglais typique variait selon le physique de l'archer individuel, mais la plupart se situaient dans la fourchette de 150 à 180 livres. Pour mettre cela en perspective, les arcs de guerre modernes dépassent rarement 70 livres, et même les arcs de compétition olympique ne font généralement que 40 à 50 livres. La force requise pour faire fonctionner un longbow anglais était à la limite supérieure de ce que le corps humain pouvait soutenir pendant des périodes prolongées. Cette force extrême n'était pas seulement une question de puissance brute. Elle permettait aux flèches d'être tirées à des vitesses substantiellement plus grandes que celles possibles avec des arcs plus faibles. Des vitesses plus élevées signifiaient des trajectoires plus plates, une plus grande précision à longue portée et, surtout, une plus grande puissance de pénétration lorsque les flèches frappaient leur cible. La pénétration était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire du système de longbow anglais. Les flèches tirées par ces arcs pouvaient pénétrer une armure de plaques à des distances que d'autres arcs contemporains auraient considérées comme impossibles. Cela n'était pas simplement dû à la force de l'arc lui-même, mais aussi à la concession spécialisée des flèches elles-mêmes. Les flèches de guerre anglaises étaient significativement différentes des flèches de chasse traditionnelles. Elles étaient plus longues, généralement entre 30 et 36 pouces comparées aux 24 à 28 pouces des flèches de chasse typiques. Cette longueur supplémentaire offrait une plus grande stabilité en vol et permettait une traction complète de l'arc, maximisant l'énergie transférée au projectile. Les pointes de flèches de guerre étaient des chefs-d'œuvre de la métallurgie médiévale. Faites d'acier de haute qualité et forgées spécifiquement pour la pénétration d'armure, ces pointes étaient longues, étroites et extrêmement pointues. Certaines étaient conçues avec des sections transversales spécifiques qui maximisaient leur capacité à trouver et exploiter les espaces dans les armures articulées. Mais peut-être plus important que tout élément individuel était la standardisation de ces flèches. Contrairement à la plupart des armes médiévales, qui étaient en grande partie des produits artisanaux uniques, les flèches de guerre anglaises étaient fabriquées selon des spécifications précises qui garantissaient la cohérence du poids, de l'équilibre et de la performance. Cette standardisation permettait aux archers de maintenir une haute précision et une cadence de tir élevée, même sous une pression de bataille extrême. La formation requise pour devenir compétent avec un longbow anglais était extraordinaire, même selon les normes militaires médiévales. La plupart des archers commençaient leur formation dans l'enfance, souvent à l'âge de 7 ou 8 ans. Développer la force nécessaire pour tirer un arc de guerre complet prenait des années d'exercice progressif et de conditionnement physique. Cette formation n'était pas simplement une question de développement de la force brute.
Les archers devaient apprendre des techniques de tir extrêmement précises qui maximisaient à la fois la puissance et la précision de leurs armes. Ils devaient maîtriser l'art de tirer rapidement sans sacrifier la précision, une compétence qui nécessitait une coordination musculaire extraordinaire et un contrôle fin. Plus crucialement, les archers devaient apprendre à opérer efficacement en tant qu'unité militaire coordonnée. Ils devaient comprendre comment le timing, le ciblage et la coordination du tir pouvaient être utilisés pour maximiser l'impact collectif de leurs armes. Cette dimension tactique de leur formation était peut-être encore plus importante que leur maîtrise technique individuelle. Les effets physiques de cette formation intensive étaient dramatiques et permanents. Les squelettes des archers anglais médiévaux montrent des modifications caractéristiques résultant de l'utilisation prolongée d'arcs à haute force. Les os du bras droit sont systématiquement plus larges et plus denses que ceux du bras gauche. La colonne vertébrale montre des adaptations spécifiques pour résister aux contraintes asymétriques du tir à l'arc répété. Ces modifications squelettiques n'étaient pas simplement des curiosités anatomiques. Elles représentaient des adaptations fonctionnelles qui permettaient aux archers de faire fonctionner leurs armes avec une efficacité et une précision impossibles pour des individus non entraînés. En essence, les archers anglais avaient été physiquement modifiés par leurs armes, devenant des composants spécialisés d'un système d'armes plus large. Lorsque ces archers hautement entraînés furent organisés en unités tactiques sur le champ de bataille d'Azincourt, ils représentaient quelque chose de véritablement nouveau dans la guerre médiévale. Ils n'étaient pas simplement des soldats individuels avec des armes, mais des composants d'une machine militaire intégrée qui avaient été optimisés pour une efficacité maximale contre des types spécifiques de cibles. L'organisation tactique des archers anglais reflétait des décennies d'expérimentation et de raffinement. Ils étaient positionnés de manière à permettre des champs de tir croisés, garantissant qu'aucune zone devant les positions anglaises ne soit laissée sans protection. Ils étaient organisés sous un commandement centralisé qui pouvait diriger leurs tirs collectifs contre des points spécifiques dans les formations ennemies. Cette coordination tactique était possible grâce à la formation professionnelle des archers, mais aussi grâce à des systèmes de commandement et de communication qui avaient été spécifiquement développés pour maximiser l'efficacité de la coordination du tir. Les commandants pouvaient diriger le tir de centaines d'archers avec précision, permettant des attaques concentrées dévastatrices contre des cibles spécifiques. La vitesse de tir des archers anglais était un autre facteur contribuant à leur efficacité extraordinaire. Des archers expérimentés pouvaient maintenir des cadences de tir de 10 à 12 flèches par minute pendant des périodes prolongées, avec des rafales allant jusqu'à 20 flèches par minute pour de courtes périodes. Lorsqu'elles étaient multipliées par des centaines d'archers opérant simultanément, cela créait des densités de projectiles qui étaient littéralement inégalées dans la guerre médiévale. Pour mettre cela en perspective, considérez qu'un corps de 500 archers pouvait tirer environ 5000 flèches par minute à des cadences de tir soutenues, ou jusqu'à 10 000 flèches par minute en rafale. Cette densité de projectiles créait un environnement de champ de bataille fondamentalement différent de tout ce qui avait existé auparavant dans la guerre médiévale. La précision collective de ces archers était tout aussi impressionnante. Alors que les archers individuels pouvaient manquer leurs cils, le volume pur de flèches assurait que la grande majorité trouverait des cibles au sein des formations ennemies. Plus important encore, la coordination tactique permettait à ce tir d'être concentré contre des points spécifiques, créant des effets locaux bien supérieurs à l'impact distribué d'un tir non coordonné. Lorsque la cavalerie française chargea à Azincourt, elle rencontra non seulement des archers mais aussi un système d'armes intégré spécifiquement conçu pour neutraliser les attaques de cavalerie lourde. Les pieux pointus protégeant les archers forçaient les chevaliers à approcher par des corridors spécifiques où le tir à l'arc pouvait être plus efficacement concentré. Alors que les chevaliers français entraient dans ces zones de mise à mort, ils furent soumis à un volume de tir qui dépassait tout ce qu'ils avaient jamais vécu auparavant. Des milliers de flèches en acier volèrent dans les airs, créant un barrage qui était à la fois psychologiquement terrifiant et physiquement dévastateur. Les chevaux furent abattus en grand nombre, forçant les chevaliers à combattre à pied dans la boue épaisse. L'impact psychologique de ce barrage était peut-être aussi important que ses effets physiques directs. La cavalerie médiévale dépendait fortement de l'élan et de la confiance pour son efficacité. Lorsque cet élan fut brisé par le tir à l'arc, les chevaliers se trouvèrent à combattre dans des conditions auxquelles ils n'étaient pas préparés et avec lesquelles ils n'étaient pas familiers. La boue du champ de bataille créée par les fortes pluies des jours précédents amplifia dramatiquement l'efficacité du système de longbow anglais.
Les chevaliers qui auraient normalement pu récupérer de blessures ou de revers se trouvèrent immobilisés dans le terrain traître. La mobilité qui était essentielle aux tactiques de cavalerie fut éliminée, laissant les chevaliers français vulnérables aux attaques soutenues. À mesure que la bataille progressait, la flexibilité tactique des archers anglais devint de plus en plus évidente. Lorsque les chevaliers français parvenaient à atteindre les lignes anglaises, les archers pouvaient rapidement passer au combat de mêlée en utilisant des haches, des marteaux de guerre et d'autres armes secondaires. Cette polyvalence leur permettait de rester efficaces même lorsque leurs armes principales devenaient temporairement inutilisables. Plus important encore, l'organisation tactique des archers permettait un soutien mutuel, multipliant leur efficacité en combat rapproché. Tandis que certains archers engageaient directement les chevaliers français, d'autres pouvaient continuer à fournir un tir de soutien, empêchant les renforts français d'atteindre les zones de combat intenses. La dévastation totale infligée par les archers anglais à la cavalerie française à Azincourt fut documentée par des chroniqueurs contemporains des deux camps qui décrivirent des scènes de carnage surpassant tout ce qu'ils avaient vécu auparavant. Des milliers de chevaliers français, y compris bon nombre des noms les plus célèbres de la noblesse française, furent tués ou capturés. Beaucoup des survivants furent gravement blessés. Pour les Français, la défaite représentait non seulement une perte militaire, mais une réévaluation fondamentale de leurs hypothèses sur la nature de la guerre. L'invincibilité perçue de la cavalerie lourde, qui avait été le fondement de la doctrine militaire française pendant des siècles, se révéla être une illusion lorsqu'elle fut confrontée à des innovations tactiques et technologiques appropriées. Pour les Anglais, cela démontra la valeur des approches innovantes de la guerre. Le succès du système de longbow anglais à Azincourt prouva que de petits nombres de soldats professionnellement formés et adéquatement équipés pouvaient vaincre des forces beaucoup plus grandes s'appuyant sur des méthodes traditionnelles. Les implications à long terme de la bataille d'Azincourt s'étendirent bien au-delà des considérations militaires immédiates. La démonstration que l'innovation pouvait surmonter les avantages numériques traditionnels influença le développement militaire à travers l'Europe. Pendant des générations, de nombreux pays commencèrent à expérimenter avec leur propre version de système de longbow ou développèrent des contre-mesures spécifiques pour neutraliser de telles armes. La bataille eut également des implications significatives pour le développement des armes à feu qui commençaient à apparaître sur les champs de bataille européens durant cette période. Le succès des archers anglais démontra que l'infanterie utilisant des armes de jet pouvait être efficace de manière décisive contre la cavalerie lourde, encourageant davantage d'expérimentation avec les armes à poudre primitives. Pour l'Angleterre, Azincourt marqua l'aboutissement d'une période d'innovation militaire qui avait commencé des décennies plus tôt avec des expériences dans les tactiques de longbow. Le succès de la bataille fournit une validation pour les approches militaires qui privilégiaient la formation professionnelle, la standardisation de l'équipement et la coordination tactique sur les vieilles traditions féodales. Cependant, le succès même du système de longbow anglais contenait les graines de son obsolescence éventuelle. À mesure que d'autres pays développaient leurs propres contre-mesures, et que les armes à feu devenaient plus efficaces et fiables, les avantages qui avaient rendu les archers anglais si dominants se dissipèrent progressivement. L'ère du longbow anglais en tant qu'arme dominante dura environ 2 siècles, durant lesquels il influença profondément le développement militaire européen. Des batailles comme Azincourt démontrèrent que l'innovation systématique pouvait créer des avantages militaires décisifs, une leçon qui informerait le développement militaire tout au long des siècles suivants. Lorsque nous regardons la bataille d'Azincourt aujourd'hui, nous voyons non seulement une victoire militaire spectaculaire, mais un moment transformateur qui illustre le pouvoir de l'innovation pour modifier les équilibres établis. L'arme secrète des archers anglais était secrète, non pas parce qu'elle était cachée, mais parce que ses implications complètes ne furent pas comprises jusqu'à ce qu'elles soient si dramatiquement démontrées sur le champ de bataille. La leçon d'Azincourt s'étend bien au-delà de l'histoire militaire médiévale. Elle démontre comment les combinaisons d'innovation technologique, de formation professionnelle et de coordination tactique peuvent créer des capacités qui dépassent dramatiquement la somme de leurs composantes individuelles. C'était une leçon sur le pouvoir de la synthèse systématique pour un changement révolutionnaire. L'héritage du longbow anglais et sa démonstration suprême à Azincourt continuent d'influencer la pensée militaire aujourd'hui. Les principes qui rendirent les archers anglais si efficaces: formation professionnelle intensive, standardisation de l'équipement, coordination tactique précise et adaptabilité sous pression restent fondamentaux pour les organisations militaires modernes.
En fin de compte, l'histoire de l'arme secrète qui a détruit la cavalerie française à Azincourt est une histoire sur le pouvoir transformateur de l'innovation lorsqu'elle est appliquée systématiquement et exécutée avec une excellence professionnelle. C'est un rappel que même les traditions et les avantages les plus établis peuvent être surmontés lorsqu'ils sont confrontés à des approches véritablement révolutionnaires de problèmes pérennes. La bataille d'Azincourt reste l'une des démonstrations les plus dramatiques de l'histoire de la façon dont une arme véritablement innovante entre les mains de professionnels hautement formés peut fondamentalement modifier le cours non seulement d'une seule bataille mais de toute une ère de guerre. L'arme secrète des archers anglais n'avait pas seulement remporté une victoire, elle avait transformé une civilisation. Lorsque le roi Henri V retourna en Angleterre après sa victoire improbable, il n'attribua pas son succès uniquement aux innovations militaires ou au courage de ses soldats. Dans ses mots rapportés par les chroniqueurs contemporains, il proclama que la victoire avait été accordée par le Seigneur Dieu qui avait choisi de favoriser le côté anglais malgré les côtes impossibles auxquelles il faisait face. Cette perspective n'était pas simplement une rhétorique royale commode, mais reflétait une compréhension profonde que même avec toutes les innovations technologiques et tactiques du monde, il y avait des éléments du destin humain qui restaient au-delà du contrôle purement matériel. Le longbow anglais avait fourni les outils pour la victoire, mais la convergence de facteurs qui permit son utilisation si efficace le temps pluvieux, les décisions tactiques françaises, le courage des archers sous une pression extrême semblaient aux contemporains une preuve de l'intervention divine. Ainsi, l'histoire de l'arme secrète qui a détruit la cavalerie française à Azincourt reste non seulement un témoignage du pouvoir de l'innovation humaine, mais aussi un rappel de l'humilité nécessaire face aux complexités de l'histoire et du destin. Ce fut une victoire remportée grâce à une préparation méticuleuse, une exécution brillante et, selon les mots du vainqueur lui-même, la grâce du Seigneur Dieu qui guida les événements de cette journée mémorable d'octobre.